l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le match canon français contre Rave Party. Borgie a exécuté Fillon et maintenant il s'attaque à Villepin. Pour qui travaille-t-il? Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yannick Hilarion, Franz Ambroche, Armel, JP Poignant, Farisme, Caroline Darbini, Christophe Dupin, Laurent Tricot, Alexandre Casseville, Philippe Bohen, Rocha, Caustique et Sisyphe Roulmaboul. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Robert Bourgi. Je veux être un obstacle à la marche de Dominique de Villepin vers l'Élysée. C'est fabuleux. En France, c'est une barbouze, au passé judiciaire lourd, qui décide qui peut se présenter à l'élection présidentielle. Vous voulez devenir président? Il faut demander à Robert. Mais comment en est-on arrivé là? Petit rappel, la rivalité Sarkozy-Villepin, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Domi qui a tiré le premier sur le petit Nicolas. Affaire Clearstream. La justice accuse dans un premier temps Nicolas Sarkozy d'avoir des comptes occultes au Luxembourg. Sarko sera blanchi par la suite. Le listing sur lequel son nom apparaissait a été falsifié. Petit problème, avant la falsification, un lanceur d'alerte avait bien livré un listing à la justice avec le nom des personnalités qui avaient palpé des rétrocommissions dans la vente des frégates à Taïwan en 1991. Et autre gros souci, le tout Paris avait été arrosé lors de cette vente. La seule d'ailleurs qui paiera pour tous les affreux, vous vous rappelez peut-être, c'est Devier-Joncourt, oui, la maîtresse à l'époque de Roland Dumas. Et quand je dis affreux, il y a quand même eu de très nombreux morts dans cette affaire, et notamment le fils du général d'armée Imbaud. Mon fils savait beaucoup de choses sur les commissions occultes. Le général René Imbaud, ancien patron des services secrets français, a été entendu la semaine dernière, nous étions donc au début des années 2000, comme témoin par le juge Renaud Van Runebeck dans le cadre de l'enquête sur la vente des frégates de Taïwan. Âgé de 77 ans, le vieux général, ancien légionnaire, patron donc de la DGSE, la piscine, de 1985 à 1987, a révélé au magistrat que son fils Thierry, mort dans des conditions plus que suspectes à l'automne 2000, chutant du 4e étage de son immeuble, lui avait fait des confidences avant son décès. Thierry Imbaud, espion français, avait notamment raconté à son père comment le contrat des frégates de Taïwan avait permis à certains, en France, de se constituer de véritables fortunes. La justice suisse, de son côté, a mis la main sur les comptes d'un intermédiaire utilisé par Thomson, Andrew Wang. Ces comptes bancaires ont vu passer 500 millions de dollars, largement de quoi alimenter les fortunes dont Thierry Imbaud avait parlé à son père. Et voilà comment on enterre une affaire en France, en supprimant tous les témoins. C'est non seulement cet espion de la DGSE, mais également les cadres de Thomson qui avaient signé le contrat. Et la seule pièce à conviction que le juge possédait, elle a été falsifiée. Souvent, je vous parle de fruits pourris dans un panier. C'est en référence à cette affaire Clearstream. C'est la bonne vieille technique. Vous avez un vrai listing et vous le falsifiez en ajoutant des noms. Et après, tout est pourri, vous ne savez plus distinguer le vrai du faux. Il y a quand même quelque chose d'étrange, que le petit maire de Neuilly a eu par la suite de gros moyens. Je dis ça, je dis rien. Mais ce qui est certain, c'est que Sarkozy en a voulu à mort à Villepin.
En 2011, Bourgi avait déjà tenté de flinguer Villepin-Chirac en les accusant de recevoir des cadeaux de dirigeants africains. Et c'est ainsi que Villepin avait retiré sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. En 2017, Bourgi exécute Fillon, lui tend un piège avec les costumes, et Bourgi d'ailleurs reconnaît son piège, j'en parle dans un instant. En 2026, voilà que c'est Villepin qui est accusé de nouveau par Bourgi. Sur ordre de qui? Avec la complicité de qui? Machination des réseaux atlantistes, européistes, davotiens? C'est quand même assez insupportable que notre démocratie soit dans les mains de cette mafia. Quoi qu'on pense d'ailleurs de François Fillon ou de Dominique de Villepin qui sont deux européistes. Car enfin, Bourgi a offert des costumes pour détruire François Fillon. Oui, c'est une machination, un complot au sens strict du terme. Et Bourgi, d'ailleurs, le reconnaît aisément à la télévision. Conçu le projet que j'ai réalisé, conduit à sa fin, de niquer François Fillon. Et bien évidemment, Emmanuel Macron était au courant du plan machiavélique de Borgia Bourgi bien en amont. Et pour une raison simple, c'est que Robert Bourgi avait prévenu Nicolas Sarkozy. Il n'ira jamais à l'Élysée. Mais comment ça, il n'ira jamais à l'Élysée? Parce que je vais le niquer. De là à croire qu'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy s'étaient accordés, il n'y a qu'un pas. Devant la gravité de ce complot, qui peut croire que Robert Bourgi ait agi sur un coup de tête? Faut-il rappeler que la presse a flingué unanimement Fillon, sans état d'âme, cette presse aux ordres d'Emmanuel Macron, et que dans le même temps, ces journalistes aux ordres ignoraient l'affaire Alstom, McKinsey, et qui nous vendaient du Macron en veux-tu, en voilà, Mozart de la finance, Jupiter, Brigitte, Claudia Schiffer, Shabada-Bada. Quant à Robert Bourgi, c'était l'homme de main du Sarko. Sarko lui-même a parlé d'une amitié de plus de 24 ans, lors de la remise de la Légion d'honneur à Bourgi en septembre 2007, quelques mois après son élection. Il l'a qualifié de cher Robert et a salué son efficacité et sa discrétion. Bourgi a été un intermédiaire de clé de Sarkozy pour l'Afrique pendant son quinquennat. Il faisait partie du premier cercle des soutiens de Sarko et il était présent à son investiture. De nombreux observateurs le décrivent comme un conseiller officieux ou Monsieur Afrique de l'Élysée sous Sarko. Bourgi a rallié Sarko en 2005, venant du camp Chirac-Villepin. Il l'a soutenu en 2012 et encore en 2016 pour la primaire des Républicains. C'est Sarko que j'aime. Il a même participé à des opérations contre d'autres rivaux, donc comme François Fillon. Et pour mesurer à quel point ce Robert est misérable, ses larmes de crocodile sur CNews. Je regrette beaucoup cette affaire des costumes de François Fillon. J'aurais souhaité me mordre la langue. Je regrette les coups qui ont mis à terre Fillon. Mais c'est trop tard, témoigne Robert Bourgi. Dieu sait que je considère Dominique de Villepin et François Fillon comme des traîtres. Fillon a trahi Seguin. Villepin et Fillon ont trahi l'esprit gaulliste. Ils n'ont pas respecté le non au référendum de 2005 et ils ont mis en place la Constitution européenne. Mais à côté de l'abominable Emmanuel Macron, ils apparaissent en quelque sorte comme angéliques. La machination des mafieux européistes, c'est une union sacrée. Forcément, quand on a commis de telles horreurs, on dépense toute son énergie pour que justement ces abominations soient enterrées. Un homme de poids, Larcher. Le Sénat verrouille l'affaire Epstein. Après Braun-Pivet à l'Assemblée, Larcher bloque à son tour toute commission d'enquête. Quand deux présidents de chambres parlementaires bloquent, qu'ont-ils à cacher? Oui, écœurant. Vous savez à quoi me font penser tous ces hommes politiques de Yael Braun-Pivet en passant par Larcher et Emmanuel Macron? À des enfants qui construisent des châteaux de sable pour arrêter la marée. Vous le savez, la marée finira par triompher. Et oui, gros Larcher, tu peux mettre tout ton poids pour faire barrage, mais la marée vérité finira par te submerger. C'est une loi physique.
Prenez par exemple la commission sur l'audiovisuel public. Les socialos ont cru qu'ils pouvaient construire des digues assez hautes pour arrêter la déferlante Charles Aloncle. Peine perdue. Le député Charles Aloncle révèle des frais de cocktail de 126 000 € par jour chez France Télévisions. C'est ainsi, grâce à la ténacité et au courage de Charles Aloncle, et il ne faudrait pas non plus oublier le raz-de-marée des réseaux sociaux, le rapport est publié ce lundi 4 mai. Ruine et désespoir à gauche. Afin d'éviter un tsunami de révélations, la grosse commission construit des digues de plus en plus hautes à donner le vertige. Une ligne Maginot contre la vérité. Florian Philippot, dictature européiste. La vice-présidente de la grosse commission européenne, Anna Virkkunen, vient de lourdement menacer les VPN. VPN, cela fait aussi partie des prochaines étapes importantes de veiller à ce que le système ne puisse pas être contourné, lance-t-elle. Virkkunen réagissait aux critiques que le futur système européen de vérification d'âge et d'identité en ligne, notamment face au risque de contournement via VPN. Frexit, c'est une urgence. Mais notez ce point. Leur logiciel de vérification d'âge n'est pas encore installé qu'il est déjà jugé par les spécialistes complètement obsolète. Réponse de la grosse commission, un étage de plus à la digue. La folie des grandeurs. Tout cela va s'écrouler dans un énorme fracas. Et vous connaissez ces européistes. En bons serviteurs de Big Brother, ils se présentent bien entendu en défenseurs de la liberté de la presse. Ben oui, la liberté de la presse, c'est la propagande. La grande campagne de l'Union européenne pour des médias libres. La même Union européenne qui a gelé les comptes bancaires et interdit de déplacement à un journaliste, notre ami Xavier, et un analyste, Jacques Beau, parce qu'ils ont un avis différent de l'Union européenne sur la guerre Ukraine-Russie. La décence, ce n'est vraiment pas leur fort à tous ces européistes. Mais que pourront-ils faire contre la déferlante du réel? Surtout que les Français la prennent en pleine gueule. Appauvrissement et insécurité. Eurostat, la France devient le pays le plus dangereux d'Europe. Encore un record d'Europe grâce à Emmanuel Macron. Champion, mon frère! Mais plus sérieusement, pour lutter contre un tel fléau, la délinquance qui touche les plus faibles, il faut regarder le mal en face pour établir le bon diagnostic. Comment réagissent les macronards? Ubuesque, un délire de propagande psychiatrique. J'espère que vous êtes bien assis. La DGSI sommet de surveiller la menace masculiniste. La DGSI sommet de surveiller la menace masculiniste, mais ses agents rechignent à la prendre au sérieux, estimant avoir d'autres menaces plus graves à gérer. On a beau chercher, on ne voit pas en quoi les masculinistes sont une menace. Les macronards ne veulent pas lutter contre le mal, non, ils veulent traquer le mal. Transition toute faite. Sandrine Rousseau. Donc, selon Sandrine Rousseau, le catholicisme est la religion la plus misogyne parce que les femmes ne peuvent pas être évêques. Là, c'est trop fort de café. C'est d'un tel niveau d'ignorance crasse et de révisionnisme que je n'ai même pas envie de répondre. Mais notez une chose, les chrétiens, en ce moment, sont durement persécutés un peu partout dans le monde. Et Sandrine Rousseau y va de son crachat. Fin de vidéo pour une meilleure compréhension. Pour qui travaille-t-elle? Allez, un début de réponse. Sandrine Rousseau a eu comme lieutenant et comme mentor en politique Gérard Miller, accusé, vous le savez, de 80 agressions sexuelles. Il hypnotisait ses victimes afin de les abuser. Tout le monde était au courant à gauche. Et la Sandrine l'ignorait? Elle ne nous prend pas pour des imbéciles. Quand on a couvert un monstre pareil, on évite ensuite de donner des leçons de morale, Sandrine. Et de féminisme. Nous n'avons pas la mémoire d'un poisson rouge. Avez-vous oublié que vous vous êtes allié avec un leader qui est franchement misogyne? Bonsoir madame. Alors dites-nous, votre parti vous a-t-il choisi? Êtes-vous candidat à la présidentielle? Oui, je suis candidat.
Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. La candidature à la présidentielle du vieux colon blanc hétérosexuel de plus de 70 ans, Jean-Luc Mélenchon, face à celle de l'excellent Bali Bagayoko, démontre les ravages que font encore le suprémacisme blanc néocolonial au sein de la France insoumise. Ironie très mordante de notre ami Xavier. J'espère que vous apprécierez également cette image détournée. Lors de l'intergroupe, les militants ont pu voter pour désigner le candidat de la France insoumise. Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon et encore Mélenchon. Il faut mieux en rire, mais ce qu'il y a de très surprenant chez les gens de gauche, et je le constate depuis 40 ans, c'est qu'ils défendent tout ce qu'il y a de plus épouvantable. C'est une constante. Et maintenant, la bataille du poulet. Master Poulet. Et voici comment le poulet ukrainien, dégueulasse, arrive en France, avec des chaînes à très bas prix, dont le succès est immédiat. Aucun éleveur français qui subit des tracasseries permanentes, écrasé d'impôts, ne peut faire face. Le poulet ukrainien va envahir totalement notre pays. Non pas pour enrichir les Ukrainiens, non, mais pour enrichir un seul homme, un milliardaire ukrainien à qui on a ouvert les portes en grand, sans aucune contrainte fiscale, sociale, sanitaire, juste au motif que c'est la guerre en Ukraine. La grosse commission, sous les applaudissements du gouvernement français de la gauche, tue tous les élevages français de poulets. L'indignation est générale. Charlotte Dornelas. Et aujourd'hui, on a une extrême gauche, en l'occurrence LFI, qui va encourager la vente de poulets gavés d'hormones à l'autre bout de la planète et qui en plus fait crever nos agriculteurs qui bossent beaucoup plus sérieusement. C'est ahurissant en fait comme sujet. Eh oui, la LFI veut une France de l'apartheid où la nourriture bio sera réservée aux enfants de bobos et la junk food halal aux enfants de l'immigration. Une France archipélisée avec d'un côté des quartiers gentrifiés et de l'autre des banlieues poulaillées. Mais est-on étonné ? Cela fait des années que l'on alerte sur cette situation. Ces gens de gauche sont prêts à se mobiliser 2 millions de signatures pour interdire un peu de pesticides pour sauver notre filière noisette française. Mais ce sont les mêmes qui militent pour importer massivement de la nourriture gavée de pesticides, d'antibiotiques et d'hormones. Réservée en priorité, c'est insensé, à leurs électeurs. Quant à nos paysans, ils n'en ont strictement rien à faire. Crise agricole, 43% des agriculteurs français ne dégagent pas un SMIC de leur activité, révèle une étude de l'Observatoire de la rémunération agricole équitable. 43% de nos agriculteurs gagnent moins que le SMIC. Pendant que Bruxelles impose ces normes absurdes et multiplie les accords déloyaux de libre-échange contre le Mercosur, nos paysans crèvent la faim. Et quand je dis que la gauche est de tous les mauvais combats, les bras nous en tombent. La merluche. Laissez les jeunes s'amuser. La France insoumise veut interdire le canon français, mais défend les rave-parties. C'est même dans son programme. Mathilde Panot. Droite et extrême droite veulent interdire la fête. Mais pourquoi les rave-parties doivent-elles être interdites ? D'abord parce que ce sont des hypermarchés de produits stupéfiants, organisés sans autorisation, sponsorisés par les dealers, au mépris des propriétaires des lieux et des mesures de sécurité les plus élémentaires. Autrement dit, la France insoumise milite pour la défonce et met en danger la jeunesse. Junk food et produits stupéfiants. Bravo, la gauche qui se veut émancipatrice. Denis Blémont. La France, quoi. Repas du canon français, ce sont des fascistes dangereux. Vous vous rendez compte qu'ils osent chanter du Michel Delpech et manger du saucisson. Rêve party interdite sur un terrain militaire. De braves gens qui font la fête en dénonçant les fascistes. On est vraiment dans un monde orwellien. On est lundi, ils n'ont pas de travail ? Bien sûr que non. Free Party près de Bourges, entre 8000 et 11 000 personnes occupent toujours illégalement un terrain militaire. Ah oui, je préfère le canon français à ces gâteux de la gadoue de gauche. En haut, 20 000 personnes qui squattent illégalement un terrain militaire avec des stupéfiants plein les poches pendant 4 jours en dégradant au passage les parcelles des agriculteurs. L'État laisse faire.
En bas, 100 vaches à abattre chez les éleveurs désemparés. L'État envoie l'armada et les centaures de la gendarmerie. Il n'y a rien qui tourne rond dans ce pays vraiment sous Emmanuel Macron. Pour conclure, vous êtes plutôt canon français ou rave party? Dans tous les cas, c'est plus sain le canon français, car les turfeurs des rave party sont chargés comme des mules, dont beaucoup d'ailleurs finissent aux urgences. Il faut autoriser les rave parties sauvages, il faut interdire le canon français. Et s'il n'y avait que cela? Mais faut-il rappeler que cette gauche mélenchoniste a appelé à voter pour les candidats d'Emmanuel Macron et qu'ils ont fait élire les Elisabeth Borne, les Gabriel Attal, les François Hollande et tous les autres. Bilan, la France s'appauvrit. La croissance cale à 0% au premier trimestre alors que la Banque de France prévoyait 0,3%. Inflation globale plus 2,2%, inflation des prix de l'énergie plus 14%. Et ce n'est que le début. La France souffre. Cette dame a une retraite de 1100 €. La moitié part dans son loyer. Comment elle s'en sort? En se privant. Elle ne mange qu'un repas par jour. Elle voit d'autres gens retraités faire les poubelles pour pouvoir manger. Elle n'est pas belle, la France sous Macron, aidée par la France insoumise, et le système qui veut nous vendre Édouard Philippe. Allez, soyons unis pour que ce cauchemar n'arrive pas. Et c'est également le cas de Violette, 74 ans, conjointe de commerçant. Elle ne touche qu'une retraite de 992 €. Une fois ses charges incompressibles payées, il ne lui reste que 52 € pour finir le mois, et souvent un compte dans le rouge et des agios à payer. Honte! Le choix de l'hypertaxation de l'essence et du gasoil est un choix de gens protégés, hors sol, vivant loin du réel, la gauche également. Il n'est plus possible qu'une classe politique vive en dehors des conséquences de ses choix. Mais que propose Mélenchon pour nous sortir de la crise? Attention, c'est énorme et c'est totalement imprévu. À propos de ces premières mesures, on bloque les prix, martèle Jean-Luc Mélenchon, et on prend sur les super-profits, en combattant les inégalités et le racisme. Sans sortir de l'Union européenne, vieux farceur. Car enfin, la grosse commission empêcherait toutes ces mesures. Mais si malgré tout, la merluche passait outre dans une dérive totalitaire chaviste, eh bien son programme anéantirait ce qui reste d'industrie en France. Quant au marché financier, il nous ramènerait à l'âge de pierre. C'est du boniment pour exciter les bobos anticapitalistes. Voyons voir un peu la gestion municipale de cette gauche. Évolution du commerce en 6 ans à Paris. Top 5 des plus fortes baisses. Prêt-à-porter femmes, banques, caisses d'épargne, agences de voyage, librairies, restaurants traditionnels français. Ben voyons. Top 5 des plus fortes hausses. Restauration rapide assise. Onglerie, téléphonie, friperie, vente de fruits et légumes. Bienvenue dans l'économie du blanchiment. Ces gens sont véritablement une malédiction. Et la France n'est pas encore frappée par les conséquences dramatiques de la guerre en Iran. Alors, comment faire pour redresser notre pays? Primo, ne plus voter pour ceux qui nous ont mis dans cette situation. Secondo, retrouver des marges de manœuvre pour appliquer une autre politique. Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire mesures liberticides contre les Français, fuite en avant vers la guerre, et qu'aujourd'hui, si on ne se dégage pas, et qu'on ne sort pas, et que ça sera l'enjeu de la présidentielle, eh bien nous ne résoudrons jamais nos problèmes. Et vu que la France fonce vers un mur, je dis, quand on... Nicolas Dupont-Aignan défend donc désormais le Frexit. C'est une très bonne nouvelle. Le Frexit sera au cœur de la campagne présidentielle de 2027. Florian Philippot. Si c'est Philippe de Villiers, pour moi, c'est la meilleure chance pour le souverainisme. Donc, voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il sera candidat, mais je pense que c'est le plus rassemblant. Alors, attendez, non, mais ça, c'est une vraie information, là. Vous, aujourd'hui... On se rappelle en effet le tweet de Philippe de Villiers. Le pronostic vital de la France est engagé parce que la France n'a plus le pouvoir. C'est bien l'enjeu principal de la présidentielle. C'est la sortie de l'Union européenne, le Frexit. En somme, c'est la liberté ou la mort. La chronique d'Antoine.
Salut les patriotes. Aujourd'hui, une chronique que j'ai décidé d'appeler La liberté ou la mort, tout simplement parce que c'est le destin de la France. La liberté en sortant de l'Union européenne, la mort en restant à l'intérieur. Une chronique qui s'adresse à ceux, et je sais que vous n'en êtes pas, mais ça peut être votre frère, votre beau-frère, votre mère, votre sœur, peu importe, à ceux qui pensent qu'on peut attendre, qu'on peut récupérer de la souveraineté en restant à l'intérieur de l'Union européenne, qu'on peut se refaire la cerise, se renforcer à l'intérieur de l'Union européenne. Pour leur dire que c'est faux, hein. C'est impossible, c'est complètement faux. On ne peut pas redevenir puissant à l'intérieur de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est ce carcan, cet outil qui est fait pour nous empêcher d'être puissants et même au-delà de ça, qui a été fait pour nous déposséder de notre puissance, hein, depuis aujourd'hui plus de 70 ans, puisque ça a commencé avec la CECA. Alors, c'est ce truc qui est psychologique, j'allais dire, chez ces gens. C'est trop gros pour être cru. C'est trop gros. Il était impensable que le rapport Werner soit appliqué. 30 ans après, on a eu l'euro. Il est impensable que les nations disparaissent. Et finalement, quand on lit les mémoires de Monnet, c'est finalement exactement ce qu'il dit. Je vous rappelle la citation: les nations souveraines ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Hein. Donc, il est impensable que la souveraineté soit transférée. Puis on a eu Maastricht, puis le traité de Lisbonne, voilà. Impensable que les traités priment sur les lois, enfin, ou qu'un droit étranger soit au-dessus de notre loi nationale. Il y a eu les arrêts Nicolas, les arrêts Vabre, et bientôt le 28e régime. Il était impensable que la dissuasion nucléaire soit partagée, c'est ce qui est en train d'être fait. Il était impensable que la démocratie soit bafouée, c'est exactement ce qui s'est passé en 2005 et 2008. Voilà. Donc, par une méthode très simple, c'est la méthode de Jean Monnet, hein, on la rappelle, la stratégie des petits pas, hein. Rendre encore une fois, psychologiquement, c'est tellement gros qu'on n'y croit pas. Mais voilà, aujourd'hui, le futur, c'est la mutualisation des dettes, le partage de la dissuasion nucléaire, on en a parlé, le 28e régime, hein, d'accord de libre-échange, là, il y a eu le Mercosur, mais bientôt avec l'Australie, avec l'Indonésie, et cetera. Donc on continue, hein, la course folle. Plus actuellement, pour la France, la mise sous tutelle, enfin plus actuellement, ça fait déjà quelques temps, mais on est toujours dans cette procédure, la mise sous tutelle budgétaire, hein, avec la fameuse procédure d'endettement excessif. Et même au-delà de ça, notre budget, on n'est pas maître de notre budget, hein, vous le savez, on est avec ce qu'on appelle le semestre européen, les grands plans budgétaires européens sont décidés au niveau de la Commission européenne, hein. Voilà. Aujourd'hui, si j'en profite pour en parler, un nouveau cap va être franchi, en espérant que non, en espérant qu'on réagisse avant, mais ce qu'ils appellent l'union de l'épargne et de l'investissement, pour pas faire peur, qui est en fait l'union des marchés de capitaux, qui va finalement organiser une fuite de l'épargne des Français pour financer d'autres projets, les projets européens, absolument pas des projets français. Je rappelle que cette épargne, on en aurait bien besoin pour réindustrialiser notre pays, pour relancer notre économie, etc. Bon voilà, tout ça converge, et d'où le fait que psychologiquement on ne veut pas y croire, mais tout ça converge vers la fédéralisation. D'où le fait que si on continue, la France va mourir, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, je vais être grave, mais par un bégaiement de l'histoire, nous sommes en juin 40. Nous sommes de nouveau en juin 40. Le pillage industriel, l'affaiblissement agricole, la perte de la souveraineté font qu'on est aujourd'hui exactement dans la même situation qu'en juin 40. Voilà. Nous voyons en plus, j'ai oublié d'en parler, mais la censure, la future censure, l'extension des notions de terrorisme à ce qui va être, entre guillemets, anti-système ou contre les valeurs de la démocratie européenne. Donc, si vous êtes aujourd'hui, avec le Project EU, si vous êtes anti-européen, vous êtes donc bientôt un terroriste. Voilà, la censure à grande échelle. Les souverainistes sont, d'où nous faisons partie, les souverainistes sont réalistes. C'est-à-dire qu'on ne promet pas la Lune. Les souverainistes disent bien que sortir de l'Union européenne, c'est pas les jours heureux demain, on est bien d'accord. On propose la liberté ou la mort. Ensuite, sans être plus dramatique que ça, mais c'est aussi du sang, de la sueur et des larmes, évidemment. On aura des gens contre nous, mais la France en est toujours sortie. C'est ça qu'il faut rappeler. J'en profite parce que on en a un point grave, nous sommes en juin 40, c'est la liberté ou la mort. Nous avons absolument besoin d'une union de tous les souverainistes. Je rappelle encore une fois la phrase d'Aragon dans La Rose et le Réséda, qui est un poème magnifique sur la résistance, qui
qui montre que la résistance était, entre guillemets, et de droite et de gauche. Hem, Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Il ne s'agit pas d'effacer nos différences, il s'agit juste de voir qu'il existe quelque chose de plus grand et qui nous unit, c'est la France. Hein. Nos aînés l'avaient déjà compris avec l'instauration du CNR. Et j'aime à rappeler aussi que le général de Gaulle, lui-même, n'a pas été le chef de la France libre directement. Il a voulu se mettre au service du général Noguès, qui était le commandant en chef des armées d'Afrique du Nord. Et c'est parce que Noguès n'a pas voulu rejoindre la résistance que de Gaulle a pris en main la France libre. Hein. Parce que dans les moments décisifs, l'individu, il le savait, l'individu doit s'effacer devant la patrie. Hein. Donc pour finir, désolé d'avoir été aussi grave, mais pour finir sur une note positive, je vais vous citer une phrase que je trouve magnifique de Jacques Bainville dans son Histoire de France, dans sa monumentale Histoire de France. Ainsi, l'histoire de France est celle de l'élaboration et de la conservation de notre pays à travers des accidents, des difficultés, des orages venus de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont failli 20 fois renverser la maison ou après lesquels il a fallu la reconstruire. La France est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. Rien ne nous a jamais été donné, tout a été acquis et souvent reconstruit, on a toujours été très souvent contre nous. On parle de juin 40, mais ça peut être 1420 et le traité de Troyes, ça peut être... il y a eu Jeanne d'Arc après, ça a été 40 et le général de Gaulle. Voilà, donc surtout, rappelez-vous, la flamme de l'espérance et la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. À la prochaine, les patriotes. Le Frexit, la solution miracle, forcément, pour enrayer le déclin. Si vous avez la main sur votre monnaie, sur l'énergie, si vous pouvez financer la recherche et le développement des grandes entreprises, de vos grandes entreprises par vos marchés publics, si vous pouvez soutenir vos agriculteurs, eh bien, vous retrouvez le chemin de la croissance, du plein emploi et du pouvoir d'achat. C'est la recette appliquée par ceux qui ont des taux de croissance à 10%, comme le Vietnam, Singapour, la Chine, les États-Unis, la Suisse. Voilà, c'est l'exemple à suivre, la souveraineté. C'est l'heure de la page internationale avec le bulletin 288 de notre ami Xavier. Ne le ratez pas, le lien bien évidemment dans ma description. Info live du 11 septembre à l'Ukraine, le roi Charles exhorte le Congrès à tenir tête à la Russie. Le roi Charles, citant l'invocation par l'OTAN de l'article 5 après le 11 septembre et la détermination partagée à travers deux guerres mondiales, la guerre froide et l'Afghanistan, souligne au Congrès américain cette même détermination inébranlable est nécessaire pour la défense de l'Ukraine et de son peuple le plus courageux. Comme le souligne Xavier, détestable monarchie britannique. Ce qu'oublie de dire, cette chose couronnée, c'est que le peuple ukrainien n'en peut plus, qu'il aspire à la paix. Continuer la guerre ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour protéger les intérêts de quelques multinationales anglaises ? C'est d'une indécence et d'une monstruosité. Sur le prêt de 90 milliards à l'Ukraine, Ksenia Federova. Donc je pense que là, à ce moment, l'Europe est en train de perdre une chance de recréer les relations avec la Russie qui pourraient être utiles pour les économies européennes et pour la prospérité économique. Arnaud Klarsfeld sur la question de l'énergie. En approuvant donc le prêt de 90 milliards d'euros pour soutenir l'économie de guerre de l'Ukraine, l'Union européenne choisit de contribuer à la poursuite du conflit au détriment des négociations diplomatiques. Vous imaginez ? Il va y avoir un tsunami économique sur l'Union européenne, conséquence de la guerre en Iran. Et que font ces dirigeants ? Ils continuent une guerre et ils dépensent 90 milliards. Pour reprendre une expression à la mode, des maboules. Et sur le terrain militaire, la Zelenska progresse rapidement depuis le début du Redout, ce qui accélère l'offensive russe. Les forces ukrainiennes tentent d'y opposer une résistance, mais ils n'ont pas suffisamment d'infanterie. L'offensive de printemps russe a commencé selon de nombreux observateurs. À suivre. Guerre contre l'Iran. Que se passe-t-il ? Voilà un petit résumé des dernières 72 heures. Environ du 1er au 4 mai 2026 entre Trump et l'Iran. Contexte général. On est dans une phase de cessez-le-feu fragile, établie le 7 avril et prolongée depuis.
après le conflit qui a débuté fin février 2026, frappe US-Israël contre l'Iran. Il n'y a plus d'échange de tirs directs depuis avril, mais les tensions restent élevées avec un blocus naval américain maintenu sur les ports iraniens et le détroit d'Ormuz, qui perturbe fortement le commerce pétrolier mondial. Le 2 mai, Trump envoie une lettre officielle au Congrès pour déclarer que les hostilités ont été terminées grâce au cessez-le-feu. Il argue que cela arrête le compteur des 60 jours de la War Power Resolution, loi limitant les actions militaires sans approbation du Congrès. Il qualifie même cette loi de totalement inconstitutionnelle. Le Pentagone et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth défendent la même ligne. Proposition iranienne. L'Iran transmet via le Pakistan, comme médiateur, une nouvelle proposition de paix en 14 points. Retrait des troupes US, levée du blocus, levée des sanctions, etc. Samedi 3 mai, Trump déclare examiner de près la proposition iranienne. Ils vont me donner le texte exact, mais reste très sceptique. Il avertit que des frappes pourraient reprendre si l'Iran se comporte mal. L'Iran répond qu'il est prêt à la diplomatie ou à la guerre et que la balle est dans le camp américain. Autre élément, Trump annonce qu'à partir de lundi, les États-Unis vont aider les navires neutres bloqués dans le détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole reste élevé, impact sur l'économie US et les sondages de Trump autour de $110 au dernier relevé. Débat au Congrès, démocrates et certains républicains critiquent le contournement de la War Power Act. Nous nous trouvons donc dans une impasse négociée, le cessez-le-feu qui tient pour l'instant, le blocus US maintenu comme levier de pression, proposition iranienne jugée insuffisante par Trump et menace réciproque. Pas de reprise des combats directs, mais le risque reste présent. Trump veut un accord qui inclut un démantèlement plus fort du programme nucléaire iranien, tandis que Téhéran veut la fin du blocus et des sanctions en priorité. Lundi matin, les analystes se disaient que la diplomatie avait repris ses droits. Et badaboum, lundi soir, Trump lance l'opération Project Freedom visant à rétablir le trafic. Cherchant une issue au blocus, Trump a lancé lundi donc une opération militaire pour y rétablir le trafic. Il a prévu: si les Iraniens visaient des navires américains dans cette zone, les Iraniens seraient pulvérisés de la face de la Terre, selon des propos rapportés par Fox News. Les Émirats arabes unis, à nouveau visés par l'Iran au lancement d'une opération américaine à Hormuz. Les Émirats arabes unis ont annoncé avoir été ciblés par plusieurs attaques iraniennes lundi, au premier jour d'une opération américaine destinée à rétablir une circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont fermé le détroit. À suivre donc, mais la guerre hélas continue au Liban, avec son lot d'atrocités et de malheurs. L'armée israélienne poursuit ses frappes sur le Liban Sud et a notamment mené au cours des dernières heures des raids depuis des drones qui ont fait au moins un mort à Haris. Une nouvelle frappe israélienne donc a visé Haris, village du Qaza de Bint Jbeil, déjà lourdement bombardé depuis ce matin, selon notre correspondant au Liban Sud. Et le dernier bilan est meurtrier. Oui, week-end meurtrier au Liban Sud, une centaine de personnes tuées. L'armée israélienne a détruit le monastère et l'école des Sœurs du Saint-Sauveur à Yaroun, au sud du Liban, dans la zone tampon qu'elle établit. Quant à Jérusalem, il y a un contexte d'actes antichrétiens, coups et crachats contre des religieuses. Vous n'avez pas une petite pensée pour l'influenceuse Sandrine Rousseau ? Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec Closer. Najat et Yael, pour elle, c'est pas la crise. Cela illustre assez le macronisme socialiste. La France s'appauvrit, la France souffre, et les pistonnés jouent les starlettes. Najat, pistonnée à la Cour des comptes alors qu'elle n'a aucune compétence, et Yael, pistonnée au perchoir pour avoir enterré le rapport Benalla. Le jour où les socialistes seront obligés de vivre de leur travail, ils disparaîtront. Attention, détournement parodique. 20 minutes, les Français proposent un congé tondelier de 365 jours. Et le journal du dimanche, Gabriel Attal veut imposer sa stature. Dom Soja, bien évidemment. La politique est le seul métier où l'on peut mentir, tricher, voler et être quand même respecté. Manu avec son épouse en vacances l'été 1986.
Tenez, un tweet qui m'a valu quelques ennuis. Dans ce choix, quel est votre personnage préféré? Marc Dutroux, Dominique Pellicot, Emmanuel Macron ou Geffray? Macron est le leader le plus populaire en Europe, mais 81% d'opinions défavorables en France. Certains n'ont pas compris le détournement satirique. Macron est le leader le plus populaire à côté de dirigeants honnis, un peu comme s'il était mis en concurrence avec Dutroux et Pellicot. Merz, Starmer, Sanchez. Et vous savez ce qui a permis à Macron de dépasser tous ces has-beens? Le vote des Ukrainiens. Oui, ils ont voté à plus de 77% pour Macron. Mais si ma mémoire est bonne, les Ukrainiens ne sont pas dans l'Union européenne. L'art de bidonner les consultations. Et je crois d'ailleurs que même si on faisait une consultation avec Dutroux, Pellicot et Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que le Manu soit en tête. Allez, un dernier site parodique avec Maxime Bernard. Pour finaliser l'organisation de la plus grande cérémonie du 14 juillet de tous les temps cosmique, qui célébrera les 2 quinquennats exceptionnels du président Macron, nous recherchons encore du monde. Contact ou directement via France Travail, figurant applaudisseurs professionnels pour cérémonie officielle, intermittent du spectacle. Pas mal, pas mal. Ou celle-ci. Messieurs, qui a encore une autre idée débile à imposer aux Français? Les EHPAD deviendront France Autonomie. Et les crématoriums pourraient devenir France Barbecue. François Hollande à la rescousse du détroit d'Ormuz. Moi, président, j'ouvrirai le détroit d'Ormuz. Et une petite dernière pour la fin. Voici une photo très rare de ma jeunesse, où l'on voit très bien mon portable et ma boîte mail. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt, au revoir.